Donc Francis, on se connaît depuis pas mal de temps, on a été conseiller technique régional ensemble, et on avait une belle complicité, parce qu'on parlait tout le temps notamment tous les deux. Je ne comprenais rien au braquet, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait dans l'eau, mais nos incompréhensions nous nourrissaient l'un l'autre. Il était sans arrêt en train de penser à des tas de trucs, et un jour il m'amène à l'IUT là-haut. Tu te rappelles de ça? Non. Non? Il me dit, viens, il faut que je t'emmène à l'IUT, j'ai inventé une machine, tu ne peux même pas imaginer le truc. Ah, vache. Et donc je vais à l'IUT, mon père travaillait à l'IUT à l'époque. On rentre dans un... Et il me fait voir une machine, alors absolument incroyable. Donc il reproduisait les pentes, qui reproduisait le souffle, enfin, etc., pour mettre les cyclistes en condition le vent, etc. Bon, ça voilà. C'est un petit peu à l'image de ce qu'est Francis. Francis, je suis vraiment très heureux et très honoré de t'accueillir dans la famille des académiciens français, mais pour l'instant, français, oui, bien sûr, mais c'est pour l'instant, la parole est à toi. Non, ça marche là. Bah écoute, t'as combien de temps? Je sais pas, donc le temps que tu veux. Je peux y aller, hein. Ah, tu peux y aller, mais fais synthétique, comme tu sais le faire. Bon, alors j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à venir vous rencontrer, parce que Arnaud m'a envoyé une invitation, puis j'ai laissé un peu traîner ça pendant un bon mois, puis j'ai eu une deuxième, avec un petit mot de Claude, et puis bon, c'est difficile d'aller parler de son expérience, de ce qu'on a fait dans le cyclisme, etc. Je me disais, bon, ça fait un peu ancien, qui raconte sa vie, pas trop mon truc. Puis bon, j'ai été voir Claude, et puis il m'a un petit peu convaincu, d'habitude il sait faire, que je pourrais parler un peu de mon histoire, mon parcours, la genèse, pour arriver, vous allez voir, finalement pas grand-chose, mais il y a toute une histoire qui a forcément existé pour arriver à ce que j'ai fait dans le domaine du sport et du cyclisme en particulier. Alors, je suis né près d'ici, tout près, je suis du bassin crémois. Et là, je rentre dans ma 63e année, donc voilà, j'ai déjà fait un bon parcours. Alors, le cyclisme, c'est un peu comme Michel, on est un peu tous, je dirais, un peu de la même veine. C'est toute ma vie, le cyclisme, je suis né dedans. Mon père, il était dirigeant d'un petit club, tout petit. Et puis, il était, lui, passionné par l'entretien des vélos des cyclistes. Des cyclistes régionaux, hein, des petits coureurs, on dirait, sans être méchant pour eux, mais bon. Alors, bon, moi, j'ai eu un petit problème dans ma vie au départ. J'étais dans mon berceau, mon père avait l'habitude de réparer donc, les fameux vélos des cyclistes. Il prend une boîte qui était sous le haut d'une étagère. Cette boîte, elle tombe et je le prends en plein sur le front. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'était une boîte de cale-pied. Le cale-pied, c'est la pédale, une partie qui avec une sangle pour tenir le pied auprès de la pédale. Non, ça ne se fait plus, mais à l'époque, alors ça pèse pas très lourd, hein, ça pèse 150 grammes, quelque chose comme ça, mais bon, quand tu es dans ton berceau, ça doit faire un choc. Je pense que ça doit être né de là que je suis parti un peu de travers et que ma foi, je suis parti dans le vélo. Alors, au début, j'étais plutôt axé sur le football. Dans les 5-6 ans, j'étais avec les copains dans les plaines, par chez moi, et on avait installé tout un système de foot, et on jouait au football comme tous les gars. Puis à 10 ans, je tenais plus.
À 10 ans, mon père m'a monté une bicyclette. Et puis, comme je n'avais pas la hauteur suffisante au niveau des jambes, on m'avait mis des réducteurs de pédales. Et puis, j'ai fait du cyclisme comme ça pendant plusieurs années avec un copain. Il est d'ailleurs resté toujours mon pote. Et encore aujourd'hui, on se rencontre fréquemment. Alors, on faisait 80-90 km. On connaissait toutes les côtes du coin. C'était notre truc. 2 fois par semaine, on roulait. Et bon, il faut dire qu'à l'époque, les écoles de cyclisme, ça n'existait pas. On y allait comme ça, la bonne franquette. Hein. Mais toutes les côtes, on les air blocs, etc. Enfin bon, c'était notre façon de faire du vélo. Puis alors, mon père, il nous emmenait dans les courses, forcément. Donc, on allait voir les courses dans les villages, etc. Mais chaque village avait quasiment sa course à l'époque. Hein. C'était le vélo à fond, tout le monde était à la kermesse, à la fête du village. C'était grandiose le cyclisme à l'époque. Et donc, ça a continué comme ça, tout doucement. Donc à 13 ans, j'ai voulu courir, mais à 13 ans, mon père me dit pas de vélo. C'était minime à l'époque, 13 ans, minime. À 14 ans, j'ai renouvelé le coup et bon, j'avais un peu grandi, etc. Donc à 14 ans, donc la partie, j'attaque du cyclisme. Et là, je fais la connaissance d'un très très bon coureur qui avait été à la porte du professionnalisme, qui allait très très vite au sprint dans la région, qui était même hors de la région, puisqu'il avait été sélectionné pour faire le Tour de France, donc un très bon sprinter. Puis ce garçon-là, qui était en fin de carrière, m'a un peu pris sous son aile, tout ça. Alors je l'ai roulé avec lui, tout ça, trop content, trop heureux d'être avec un coureur. Je me retrouvais dans un milieu qui me passionnait. Alors il m'apprenait plein de petites combines. Comment s'abriter dans le vent, faire un peu le gars un peu fatigué, attaquer sur le haut des côtes, comment rentrer sur un groupe qui était devant. Donc il m'apprenait toutes les petites combines. Tous les petits trucs, ce qu'on appelle le métier dans le vélo, les petites combines du cyclisme. Parce que pour être grand cycliste, il faut être un peu malin. Si tu appuies trop fort sur les pédales, c'est super, mais c'est pas toi qui gagne la course. Donc il faut avoir plein de petits gestes du coureur, du métier, comme on disait. C'est lui qui m'a appris ça, tout doucement, je suis rentré dedans. Je suis donc arrivé, première année dans les courses, j'avais déjà un peu de bagage. Première année, 68, première course que je fais, pas terrible. J'ai des ennuis mécaniques. Mon père qui s'occupait de mon vélo, c'était pas terrible. Mais à la 5e course, avec un peu de métier, je me retrouve avec deux super coureurs qui avaient mon âge, hein, qui eux avaient déjà une année d'expérience, puis ils se connaissaient de l'année d'avant, donc ils s'observaient. Moi j'étais l'inconnu, je ne connaissais même pas. Je les laisse faire, ils étaient en train de se Puis ils arrivent dans le sprint final, ils s'occupaient que d'eux. Moi j'attaque un bon coup, mais je gagne ma 5e course. Bon, là tout de suite tout le monde dit oh, ouais, Francis, il a un don, il a tout, bon. Un espace, tout ça, j'ai eu des courses, parce que je savais courir, je savais me faire petit quand il fallait et rouler à d'autres moments, au moment où il fallait justement se mettre dans l'action. Et puis, je m'intéressais aussi à des garçons qui s'appelaient Fausto Coppi, Louis Ambobet. Je lisais des bouquins, parce que voilà, je voulais m'améliorer dans le domaine. Coppi s'occupait de l'alimentation, etc., de la diététique, c'est les premiers coureurs qui parlaient de ces choses-là. Et moi, je m'y intéressais, en me disant, c'est toujours des choses en plus que je sais, etc. etc. Donc, j'ai fait ma belle petite carrière comme ça, chez les jeunes, j'avais une certaine réputation. Et puis, alors, les trucs qui m'impressionnaient, c'était que chez les professionnels, hein, on est dans les années 60, 68, quelque chose comme ça, 69, 70. Il y avait des gars comme Jacques Anquetil qui avait été, et Raymond Poulidor. En France,
d'un côté 50% de team, 50% Raymond Poulidor, donc tout le monde était en extase par rapport à ces champions-là. Et moi, je le regardais en team pédaler. Je me disais, bon, tu as un très bon coup de pédale, un peu, comme tout à l'heure Michel disait, la classe. Côté, il y avait Poulidor, un peu laborieux, un peu costaud, super, qui plaisait à beaucoup de gens, surtout à des gens qui n'étaient pas forcément dans le domaine du cyclisme. Et il avait une réputation, mais pas un coureur fluide, pas comme Jacques Anquetil qui avait un coup de pédale aérien, etc. etc. Et ça m'interpellait toujours, et j'essayais donc d'améliorer mon style, ma façon de pédaler, ma façon d'être au niveau par rapport à mon sport, me profiler, travailler sur l'aérodynamisme. Donc voilà, j'ai continué comme ça 17, 18 ans. J'étais plutôt bon coureur, reconnu dans la région, champion de la Picardie, champion de ceci, de cela. Bon, voilà, j'étais un coureur, un espoir. Puis j'ai passé à ce moment-là, mes diplômes d'éducateur sportif. Donc je parle de niveau fédéral, hein, basique. Voilà. Et puis je rencontrais une autre personne, qui s'appelait Daniel Clément. C'était le gars qui s'occupait de la formation à la fédération, c'était le tout premier. Il expliquait plein de petites choses, comment s'entraîner, comment se positionner son pied sur la pédale, etc. Comment travailler au niveau de l'alimentation, au niveau plein de choses comme ça. Ce monsieur-là, il écrivait des bouquins. Donc moi j'étais petit jeune là, dans le truc, et les autres c'était déjà des gens qui avaient un certain âge, j'étais petit jeune de la formation. Et monsieur Daniel m'a pris sous son aile. Il m'aimait bien, je sentais que le courant il passait bien, etc. Bon, à l'époque, en 2018, on ne parlait pas de VMA, de seuil d'aéropie, choses comme ça. C'était beaucoup plus simple. On parlait un peu de ventilation, de seuil ventilatoire, encore que c'était le niveau je parle, je ne peux plus parler, attention là je suis vite. On parlait que de choses de base, de physiologie. On était tout doux. On parlait de train, soutenu, très soutenu, résistance, endurance, avec des notions un peu vagues pour les uns et pour les autres. Bon, donc je continuais ma petite progression cycliste avec tout ce que j'avais appris et tout. Voilà. Par contre, j'avais des prises de bactéries avec mon père. Alors là, c'était l'explosion. À cause du vélo, parce que le dimanche, je n'avais pas gagné. J'avais loupé un coup, une bonne échappée. Je n'étais pas dans une forme optimale. Un autre coup, c'était parce qu'à l'école, j'étais à côté de la plaque. Donc il fallait, dans son esprit à lui, que je fasse tout. Mais je ne pouvais pas entraîner, travailler mes coups, etc. J'étais toujours en dents de scie. Bon, ça passe, 18, 19, 20 ans. Mes résultats commençaient un peu à plafonner. C'était moins aérien, moins convaincant. Vers 22 ans, j'avais atteint en amateur le summum, mais je sentais que l'avenir que je me mettais dans la tête de devenir un professionnel, d'être un coureur connu, ça s'estompait de plus en plus. J'en prenais conscience tout doucement. Donc, à 22 ans, je ne croyais plus. J'avais perdu toute ambition dans le cyclisme. Là, je me suis dit, allez, j'arrête, terminé le vélo, à l'heure. Terminé pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Donc, diplôme en poche, quand même, parce qu'on m'avait un peu forcé la main.
je suis parti donc travailler. J'ai fait un an où j'ai bossé dans une entreprise sans m'occuper de rien. D'un seul coup, je revenais un peu voir les courses cyclistes, je m'intéressais à un ou deux coureurs comme ça. Puis je discutais avec eux, petites choses. Puis petit à petit, j'en ai pris un ou deux, et puis voilà, on faisait l'entraînement. On s'occupait de comment allait se structurer sa saison, etc. Son profil, s'il améliorait ceci, d'améliorer cela. Je sentais que le vélo, pour moi, c'était passé une autre phase. C'était ma priorité, elle devenait transmettre, expliquer, discuter, passer des heures sur le bord de la route après la course, à raconter comment c'était à développer de la course, ou à parler d'entraînement, de tout ce qui retourne le vélo. Et puis, là j'ai un petit peu de page. Et puis, je me suis dit, il faut que je passe mes brevets d'État, parce que ça serait bien quand même que j'ai une certaine reconnaissance par un diplôme, autre chose qu'éducateur fédéral. J'ai passé mes 3 degrés. Donc, il y avait M. Clément qui me disait « il faut que tu y ailles, etc. Voilà, continue. » J'ai gardé toujours ce monsieur-là. Il était toujours près de moi. Enfin, on gardait contact. Et puis, donc, je passe mon brevet fédéral, mon brevet d'État, premier degré. Et puis, je rencontre le président du comité régional de Picardie, de l'époque. Il s'appelait Charles Puy. Puis il n'y avait plus de CTR que j'avais connu quand j'étais jeune. Il était parti depuis 2 ans, muté dans les îles, enfin, il avait demandé à partir dans les îles. Donc, plus de conseiller technique de Picardie. Là, il me dit, le président, mais pourquoi vous ne feriez pas la formation, on vous connaît. Ah oui, j'ai pourquoi pas, je peux essayer, pourquoi pas. Bon. Là, quand même, dans quel sens je prends le truc, je ne sais pas trop. J'appelle mon conseiller direct, qui vient me voir, qui me dit, attends, fais un plan, on va faire ceci, on va faire cela. Je viendrai avec toi, je t'assisterai pour la première fois, etc. Pour mettre en route. Et ce monsieur-là, il m'a donc téléguidé dans ma première approche. Bon, Charles Puy me dit, mais le coureur, il faudra s'en occuper un petit peu, parce qu'il n'y a plus personne, il faudra qu'il les accompagne, etc. Il faudra que... oui. Je veux bien, mais bon, moi je travaille aussi, c'est pas simple, etc. Ouais, mais bon, on va s'arranger, on va trouver des solutions, etc. Bon. De là, Daniel Clément me dit, passe ton 2e degré, parce que quand même, ça serait quand même bien que tu... Donc, mon boulot, les coureurs, les stages, je passe mes brevets d'État, j'allais à... J'ai été passer ça à Bordeaux, spécifique. Là, j'ai rencontré des mecs qui étaient à bloc blindé, ça faisait 6 mois qu'eux, ils travaillaient la question en groupe. Je savais quasiment tout ça, un peu à guerre par rapport à ce qu'ils bossaient. Finalement, tout se passe bien, j'obtiens mon diplôme. Bon. Là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue comme ça, un petit peu comme disait tout à l'heure Michel, un faisant fonction, un CTR sans être CTR. Bon, ça a duré 4 ans comme ça. Enfin, un peu moins de 4 ans, parce que quand j'ai eu mon 22 l'ETN, il me dit, de l'époque, il me dit, Michel Bailly, il me dit, écoute, je vais te trouver un poste. Tu vas être conseiller technique, là, maintenant, tu as fait un peu ton BABA, etc. Bon. Donc, il m'appelle, il me dit, ça y est, t'es nommé. Formidable. J'étais dans une réunion de futurs collègues, je leur paye tous à boire, etc. La grande sortie le soir et tout pour fêter ma nomination. 15 jours après, il me rappelle, il me dit, ça marche pas. Ah bon? Ah non.
J'avais pas quitté mon boulot, heureusement. Il me dit non, ça marche pas, poste gelé. Quoi, poste gelé? Eh ben non, c'est fini, tu peux attendre. Alors, j'étais déjà rentré à Jeunesse Sport, avec Claude, j'avais des copains CPR, j'étais assis comme ça là, sur le côté de la chaise. Bon, il m'aimait bien, tout se passait bien, il discutait bien. Voilà. Vie pendant 3 ans, comme ça, un peu à l'hurlure. Alors, mon patron, au début, quand je lui ai dit ça, il était content que je parte, parce que, voilà, pour moi. J'ai resté 3 ans dans la boutique. Alors, au début, je faisais plein de choses, et après, j'étais tout le temps parti. Alors, ça ne pouvait pas durer. Et quand je suis parti, c'était le drame. Il ne pouvait plus me supporter. Il avait marre de ma gueule, il fallait que je vire le plus rapidement possible. Bon, finalement, je suis nommé sur un poste de Métrox, qu'on m'avait trouvé directeur régional. Et puis bon, là déjà, je vais un peu mieux dans ma vie. J'avais au moins atteint quelque chose que, au départ, jamais j'aurais pensé devenir conseiller technique. Mais bon, comme j'étais passionné et que je vivais quasiment que de ça, dans mon esprit en tout cas, avec les coureurs, les uns et les autres, ça s'est fait quasiment, je dirais, naturellement. Alors, si cette période avait été héroïque pour moi, après je me suis senti déjà un peu plus, comment dire, un peu plus sûr de moi, un peu plus en sécurité. Alors j'ai eu quelques petits coureurs dans le Vimeux, vous me faites penser à ça tout à l'heure, Didier Tueux, qui est arrivé, qui a gagné un championnat de France junior. Bon, petit résultat. La Picardie, elle était au ras des pâquerettes au niveau résultat national. Rien, on n'avait rien, on n'avait plus rien. C'était reparti, tout était zéro. Bon, j'avais quelques petits coureurs sur Morail qui pédalaient pas trop mal, que je prenais en stage régulièrement, etc. Et puis, un jour, je rencontre un Francis Moreau, qui était grand par rapport aux autres, taillé comme un homme, avec un super coup de pédale qui me plaisait, qui m'enchantait. Bon, donc on commençait un petit peu à travailler avec lui. De là, il y a eu Christophe Capel, qui est arrivé aussi dans le truc, qui était amiénois, que je connaissais le papa, etc. Donc je me suis intéressé à des coureurs qui m'ont commencé à m'apporter un petit peu, enfin, à moi, mais à la région, quelques satisfactions. Bon, on est parti comme ça, on a commencé à travailler sur des choses plus structurées, un plan pluriannuel pour détecter des coureurs de contre-la-montre, parce qu'ici, les grimpeurs, c'est pas tellement la région, mais des gars qui roulent vite, qui roulent fort. Dans les courses, tu voyais bien qu'il y avait des jeunes picards qui écrasaient les pédales, qui s'occupaient de rien, puis quand arrivait la décision finale de la course, ils avaient jeté toute leur force, plus rien. Donc, il dit ça, il faut que je commence à travailler sur ce genre de domaine. Et j'ai structuré donc là, à partir de là, surtout sur la région Montdidier, qui était ma deuxième maison, hein. J'y vivais, ma femme ne me voyait plus, je vivais à Montdidier très souvent. Tous les vacances scolaires, j'étais là-bas. Tous les week-ends, si c'était pas sur les cours, j'étais à Montdidier à faire des stages avec nos coureurs. Donc, les choses sont faites. Puis, je tombe à un moment donné sur deux coureurs. Un blondinet de la région de Beauvais, qui s'appelle Eddie Seigneur, qui courait à fond les gros lots et qui gagnait que de temps en temps. Je rencontre Hermenot par l'intermédiaire d'un copain qui me dit celui-là, il y a quelque chose, je devrais regarder, etc. Et puis, voilà, deux coureurs qui sortent aussi de l'ordinaire, comme Capel, comme Moreau, comme j'ai dit tout à l'heure. Là-dessus, greffe deux autres coureurs, deux autres coureurs qui sont Bertrand Capel
le frère de Christophe, qui marchait bien, puis un petit gars du Vime d'Abbeville, qui était aussi un petit coureur qui assurait bien sur les tests contre la montre qu'on faisait, Frédéric Lesage. Bon, on a travaillé la question, on travaillait sur la roquette d'Amiens, les allers-retours, et puis l'équipe elle avançait bien, bon, il y avait des petits tests, régulièrement. On va au chemin de France, on arrive au chemin de France, on grille tous les autres comités régionaux, les Bretons, qui étaient le comité par excellence, la région par excellence du cyclisme, et nous on arrive, on les bat. 87, c'est le début de tout. 87, c'est le début d'une autre histoire pour la région Picardie. À partir de là, tous les ans, il y avait des coureurs qui étaient détectés, mais toujours, il y avait un gars sur les podiums, titre de champion de France, etc. Donc ça fonctionnait d'année en année. Les Bretons, quand ils nous voyaient, ils nous respectaient, alors qu'avant, ils n'existaient pas. Et c'est vrai qu'on se prenait au jeu, etc. Francis, il manageait ses équipes en disant on a tel et tel objectif, la saison elle doit comporter ça, ça et ça. Philippe, qui était quand même un coureur fluide, etc., il est arrivé sur la piste, il a fait de la piste, alors qu'au départ, c'était un coureur sur route avec une qualité de coureur de contre-la-montre. Il a fait du cyclocross, alors qu'en Picardie, tout le monde disait bah non, s'il fait du cyclocross l'hiver, il ne sera jamais en forme l'été, c'est pas possible, s'il fait de la piste, il va se cramer par rapport à la route, enfin finalement, rien n'allait. Et puis nous, vous avez tout le contraire de ce que tous les autres ils disaient, on avait des plans dans la saison, une partie de cyclocross, une partie de piste, une partie de route, etc. Et puis on travaillait comme ça, et il n'y a pas que lui, tous les autres étaient dans le même truc. Il dit senior, il a fait deuxième championnat de France à l'époque, de cyclocross. Bon, donc les résultats, ils étaient toujours là. Et puis, c'est vrai qu'on commençait à interroger beaucoup de gens. Aussitôt qu'on annonçait l'équipe de Picard, on se sentait quand même un peu plus serein. Alors qu'au début, on n'avait pas de peloton. On ne bougeait pas du peloton. Là, on attaquait, etc. On ne gagnait pas toujours, mais on était quand même... Donc là, on avait créé un centre de perfectionnement. Les gars, ils étaient là souvent en stage, régulièrement. Je les voyais toujours. Plus un côté détection à côté pour toujours réalimenter le truc. Alors la région Picardie me reprochait de trop me concentrer sur des groupes. Effectivement, j'étais obligé de structurer, je ne pouvais pas me disperser, je travaillais sur des groupes de coureurs que je rencontrais, etc. Donc j'avais mes petits coureurs que je chantais. Bon, je ne vais pas trop entrer dans tous les détails, parce que sinon on va passer la soirée. On n'a pas le temps, sûr. On n'a pas le temps? Non, tu le dis. J'ai encore combien de temps? Ah, tu as dépassé. Ah oui, je raconte, je le disais. Donc, le titre de champion de France qui a battu les Castorama avec David Paquet, ça a été le premier truc qui a déclenché plein de choses. Panier, champion de France devant les professionnels. Guimard, il n'en revenait pas, il ne comprenait plus. Philippe, il bat le record du monde sur piste à Bordeaux. Roger Leget, qui faisait partie des deux grandes équipes chez les professionnels, il se disait oh. Bon, ceci, ça a fait en sorte que, comme on avait réussi dans plusieurs domaines, les pros se sont intéressés à moi. J'ai arrivé par Guimard, il m'a dit tiens, viens m'aider, tu vas faire un tour de Giro d'Italie. Tu seras mon second. J'ai fait le Giro d'Italie avec lui. Et puis là, j'ai fait quelques courses ensuite avec Castorama. De là, il y a son collègue, Roger Leget, qui me dit non, viens avec moi, je te fais un contrat, tout de suite, toc toc, l'année prochaine,
Et je suis parti donc en 94. 94, je suis parti donc chez les pros. Alors là, totalement différent. Si sur les amateurs, les gars de la région avaient une emprise, là, chez les pros, ils n'avaient pas l'habitude. Déjà, j'étais le premier entraîneur qui existait. Jamais eu un entraîneur dans l'équipe professionnelle. C'était les médecins ou les directeurs sportifs qui s'en occupaient, les cours. Puisque moi, je suis forcément arrivé avec des idées, des choses construites. Alors, les professionnels, pour les bouger, je me suis aperçu que si dans les régions, c'était pas simple, au niveau des pros, c'était extrêmement compliqué aussi. Bon, là, j'ai rencontré Gilbert Duclos-Lassalle, et là, Gilbert, lui, très intéressé par l'entraînement. C'est lui qui m'a un peu sauvé un peu de la mise, faut dire, parce qu'au début, je me demandais s'il allait m'en sortir. Et puis, il faut dire que j'avais retrouvé Francis Moreau, j'avais retrouvé Eddie Seigneur, qui était passé professionnel entre-temps. Et donc, petit à petit, on avait créé chez Gann, Roger Leger, une sorte de Picardie Connection. Et bon, il y avait aussi un certain Borman anglais, et lui, il ne s'entraînait pas du tout comme les Français. Les Français s'entraînaient avec la montre que j'avais imposée, la montre cardiaque, en voulant savoir qu'est-ce qu'il faisait, en contrôlant un peu leur travail cardiaque. Avec Borman, il a fallu que je travaille différemment. J'étais sur le pédalier, le SRM, ce qu'on appelle. Donc on enregistrait toutes les valeurs, vitesse, puissance, etc. Et donc là, on développait un certain nombre de choses. Bon, Borman, c'était quand même un coureur hors norme. Et à travailler avec lui, il a été grand recordman du monde de l'heure. Donc c'est quand même bien. Et puis le petit jeune, là, Seigneur notamment, il a été champion de France sur route, etc. Donc on a fait année 95 assez exceptionnelle avec Gann, parce que là on gagnait aussi les contre-la-montre par équipe, quand il y avait des contre-la-montre par équipe sur les grandes épreuves. Donc là il y avait un travail qui avait été mené 94, 95, et surtout en 95, parce qu'au début c'était un peu difficile, avec Roger Leger. Et puis, avec Roger, c'est mal fini. Un jour, Roger, il avait choisi un médecin, et ce médecin-là, sur le Tour de France, moi j'étais pas sur le Tour à l'époque, je faisais juste 3 ou 4 jours, et il parlait de l'entraînement à la télévision, que moi j'étais en train de m'occuper des autres coureurs sur les centres d'entraînement, des gars. Et ça me hérissait le poil de savoir qu'un mec qui n'était pas entraîneur, il était médecin, chacun à sa place, et lui, il n'avait pas... Donc je me suis engueulé avec Roger là-dessus, et j'ai quitté Roger sur un coup de tête. De l'autre côté, il y avait dans le nord de la France, une société, Cofidis, qui était un patron, François Migraine, qui était fou de vélo, féru de vélo, mais incroyable. Je l'avais connu quand il avait ces jeunes coureurs sur la région, sur les championnats de France, les fils qui couraient. Et puis Guinard, qui a été pendant un an au chômage, il avait retrouvé de quoi se recadrer chez Cofidis, qui montait une équipe. Cofidis voulait, alors Roger François, il voulait une équipe extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont taper à la porte de Lance Armstrong. Lance Armstrong avait quand même déjà gagné une épreuve qui est très importante aux USA, qui est le Tour du Pont, qui n'existe plus maintenant, mais il avait gagné 2 fois. Il avait gagné le championnat du monde professionnel à 21 ans. Il avait gagné 2 classiques de renom international. C'était déjà un nom, mais pas le nom qu'il nous a laissé après, et pas les histoires qu'il nous a laissé après. Mais bon, il était là. En vérité, il n'a pas été là longtemps. Je crois que j'ai dû le voir 5 jours. On a fait un stage dans le Nord, il est venu, il est reparti. C'est tout ce que j'ai vu de Lance Armstrong. Il avait son cancer, il a disparu, et après on l'a retrouvé quelques années plus tard, vainqueur de Tour de France, etc. Bon, j'en passe les meilleurs, mais c'était Lance Armstrong. On avait aussi d'autres coureurs qui étaient aussi très réputés, parce que Migraine mettait de l'argent, et bien comme il faut. C'était Tony Rominger.
Tony Rominger, 4 grands tours, 3 Espagne, 1 Giro, enfin le Tour d'Italie. Il y avait Mauricio Fondriest, ancien champion du monde, donc on avait une équipe costaud, hein, sauf qu'on a été vite, comme je vous disais tout à l'heure, vite remis devant le fait que finalement il faudrait qu'on se passe de notre star montante qui était Lance Armstrong. Bon, heureusement, la saison elle a été sauvée à cette époque-là, parce que notre ami Tony Rominger, au bout du 4e jour, il est tombé sur le Tour de France, fracture de la clavicule. Fondriest, il était lui aussi en fin de carrière, donc on a fait une saison comme ça. C'était la saison 97. Et là, coup de chance, on peut dire, Laurent Desbiens, petit gars du Nord, qui était un ancien que j'avais eu avec moi chez Gann, lui, il gagne une étape du Tour de France. On s'en est sorti, je dirais, plutôt bien à ce moment-là. Philippe Gaulon, qui était aussi un Picard, qui était passé chez Gann, avait lui remporté donc, une épreuve importante en Belgique. Donc, bon, on s'en sort. 98, c'est l'année la plus terrible du vélo. 98, le Tour de France complètement pollué avec les affaires en Carinque. Là, ça n'a pas été terrible. Bon, finalement, nous, on a fait le tour, un tour pourri, mais on a quand même porté 4 jours avec nos jeux. Donc, comme par rapport à Cofidis, ça arrangeait bien, on a pu arriver à s'en sortir. Et puis surtout, il y avait un truc qui était bien, c'est qu'on avait 2 jeunes montants. Il y en avait un qui s'appelait Villard, puis un autre qui s'appelait David Moncoutier. Les 2 duels. Ces 2-là, c'était quand même ce qu'il y avait de plus sympa pour la suite de la maison. David Villard a gagné des contre-la-montre, pas des contre-la-montre du Tour de France, mais des contre-la-montre dans des courses inférieures. Et puis, on était quand même on avait Francis Moreau qui était champion de France sur piste à cette époque-là. Il avait battu notre ami Philippe Hermenot, j'ai changé de camp, contrairement à la dernière fois. Bon, finalement, 98, une année moyenne, très moyenne, malgré l'argent qu'avait mis le grand patron. 99, c'est l'arrivée d'une star, une nouvelle. Le patron décide en 99 qu'on allait prendre Franck Van den Broek, la petite star belge. Alors, bon, avec Franck Van den Broek est arrivé 3 autres Belges. Super. Équipe, les Belges à l'écoute, les mecs dans une démarche constructive, etc. Donc, bien, impeccable. Bon, première année, trop formidable. Première année, Ed Volk gagnait, Liège-Bastogne-Liège, Grand Prix de Zurich. Alors, on avait aussi une équipe piste. Alors, sur l'équipe piste tournant, lui était en pleine progression, c'était notre seul pistard au départ. Et lui, il était excellent et il avait de très très bons résultats sur la piste. Bon, une année 99, bien. 2000, les petits jeunes, eux, commençaient à bien grandir, mais Franck Van den Broek, il a commencé à péter les plombs. Donc, on a une année, début d'année, avec des frasques de Van den Broek. Mais, ça s'est quand même bien déroulé, sans Franck, qui décollait complètement, et qui ne voulait rien savoir. Bon, il y avait des problèmes avec le manager général de l'époque, entre eux. On a quand même arrivé à gagner 3 victoires sur... Enfin, on a gagné l'étape sur le Tour, on a gagné l'étape sur la Vuelta. Donc, on était dans un mode plutôt nouveau. Le patron de Cofidis me confie la direction de tout ce qui est le domaine sportif. Donc, je peux quand même un petit peu plus travailler sur des choses plus structurées. Donc, on a là des résultats croissants, puis alors sur la piste, on tourne comme sur une horloge,
les résultats s'accumulent. 2003, c'est une année, on démarre très très mal en 2003. 2003, il y a un coureur qui s'appelle André Kivilev, il décède sur Paris-Nice. Chute mortelle. Voilà. J'étais pilote, donc directeur de l'équipe, le plus terrible qui puisse arriver. Ça a été un moment extrêmement compliqué, d'autant qu'on en quitte 2004 pas trop bien parce qu'on a une affaire de dopage en interne. Au début, la presse elle est partie sur le fait que c'était l'équipe qui organisait le dopage. Puis finalement, un peu à la style Festina. Puis finalement, en enquête, ils sont perçus que c'était quelques gars qui avaient complètement déconné, pété les plombs. Donc, la première année 2004, très très dur. Mais la deuxième partie de saison, tout de suite, on a eu comme une flamme rouge, je suis bien. 2004, on a eu c'est reparti, on s'est relancé en deuxième partie de saison. On a gagné 2 étapes sur le Tour de France, etc. Donc, tout ça, c'est super bien déroulé. Et puis, l'équipe avait retrouvé toutes ses bases et tout son travail. Tout le monde était branché avec des CRM. Le dépistage physiologique il était de plus en plus important parce qu'il fallait qu'on arrête les conneries de se faire avoir par des coureurs individuels. Donc, on faisait des contrôles médicaux sans cesse au niveau de l'équipe. Je ne vous dis pas l'importance que ça pouvait prendre les dépistages médicaux, il y en a qui s'en souviennent encore des coureurs. Et puis là, les résultats ils ont été plutôt bons parce que on continuait, on avait 1-2 victoires dans les grands tours, on avait que ce soit la Vuelta, Giro, le Tour de France, etc. Bon, tout ça allait bien jusqu'en 2008, on était dans des bons résultats. 2008, mon grand patron, il décide, comme j'étais beaucoup pris par mes activités à droite et gauche pour l'équipe, il décide de m'adjoindre un manager pour travailler avec moi. On était 3 à diriger l'équipe. Moi, toujours le sportif, lui, tout ce qui était communication, etc., recherche de partenaires éventuels, et puis le directeur financier. Avec nous deux, ça n'a pas été, ça n'a pas collé. On s'est retrouvés d'année en année, les choses n'ont pas été. Ils voulaient m'imposer des coureurs qui n'allaient pas, qui foutaient la structure en place. Et en 2010, c'est l'explosion. 2010, avec moi, on s'est arrêté là. Lui et moi, c'était plus possible. L'équipe, elle perdait tout ce qu'elle avait construit. On était au niveau des plus grandes équipes au Pro Tour. Comme l'équipe était tellement faible, ils nous ont disqualifiés, ils nous ont descendu de catégorie. Et puis en 2010, on m'a dit, la porte elle est close, elle est fermée, c'est terminé. Bon, j'ai été donc licencié par Cofidis, terminé. Je suis reparti un peu avec l'équipe de Roubaix. J'ai fait aussi après 2 Tours de France avec les VIP pour expliquer aux gens comment ça se passait. Puis je me suis lancé dans un challenge fou en disant je vais construire mon équipe. Et là j'ai bossé d'arrache-pied, j'ai trouvé un sponsor, une équipe, un sponsor basé en Suisse. Et là j'ai cru, jusque ça a duré 5 mois. On a bossé comme des dingues. Les 2 grands patrons de la société ont dit on va t'aider, on y croit à ton projet. Et puis quand il y a eu le conseil d'administration, non, on ne veut pas trop se lancer là-dedans. Finalement, tout s'est arrêté là, terminé. Le sponsor, ça a été terminé. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, bon, c'est pas la peine. On arrête les frais, j'arrête tout, je fais autre chose. Et le cyclisme pour moi, c'est terminé. Je passe ma vie et je fais une autre chose de ma vie. Et maintenant, voilà, je m'occupe de mes enfants, de ma famille, que j'ai négligé pendant 25 ans. Et je crois que je leur devais bien ça. Et aujourd'hui, pour moi,
le cyclisme, c'est une vieille histoire. J'y suis toujours intéressé, mais avec plus la même vision. Voilà. Merci François.